Compris. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Barry. D'accord, donc il est 23 ma montre. On va commencer avec ce qui nous rassemble ce soir, notamment la procédure de travail en hauteur. Donc, comme toute formation, naturellement, il y a des objectifs. Donc, dans ce module, on pourra voir quels sont les objectifs, les exigences donc, qui encadrent l'exécution d'un travail en hauteur. Qui dit travail en hauteur, naturellement, il faut des moyens d'accès. Quels sont ces moyens d'accès-là? Et ensuite, pour éviter que les risques liés à toute activité en hauteur n'arrivent, quelles sont les précautions donc à prendre et les moyens de prévention et les procédures d'utilisation donc d'échelle, d'escabeau, des marchepieds. Et donc, on aura donc comme objectif, ça sera de travailler de façon sécuritaire lorsqu'il y a des risques de chute et appliquer surtout les procédures de travail et les exigences réglementaires. Alors donc, pour ce faire, d'après vous, qu'est-ce qu'un travail en hauteur? Qu'est-ce qu'un travail en hauteur? Volontaire, qu'est-ce qu'un travail en hauteur? Allez, le micro de M. Barry est ouvert, allez-y. Oui, Monsieur Bado, nous avons dit ici que le travail en hauteur, c'est tout travail qui présente un risque de chute. Maintenant, par De chute. convention, qui présente un risque de chute. Maintenant, Allez-y, par on vous laisse. convention, maintenant, par convention, d'autres déterminent que bon, un travail qui est situé à plus de 1,8 m ou bien à 2 mètres, ou soit à 3 mètres, est considéré comme un travail en hauteur, tout en présentant un risque de chute. C'est ce que je comprends par travail en hauteur. Merci, M. Barry. Je pense que c'est le résumé parfait de la définition donc, du travail en hauteur. Et donc, quand on va parler donc de travail en hauteur, naturellement, ça sera tout travail présentant un risque donc, de chute. Et donc, lesquels ou encore, vous allez voir que directement, en fonction même du contenu, on pourra maintenant apprécier les risques liés. Déjà, quand on prend la définition même du mot danger, menace, il y a un potentiel de créer des dommages. Donc, le travail en hauteur, si ça représente une menace et qu'il y a un potentiel de pouvoir créer des dommages, lesquels dommages, on peut avoir le risque de chute, on peut avoir donc le risque de trébuchement. Donc, un travail en hauteur, déjà, ça sera tout travail qui s'effectue au-dessus de la surface du sol et donc pouvant entraîner des chutes donc, de plus d'un niveau considéré comme une chute de hauteur. Et donc, en prenant la surface du sol comme le point donc, de référence. Et donc, à partir de là, les valeurs standards qui sont là, ça sera de les limiter à partir de 3 mètres, moins de 3 mètres ou plus de 3 mètres. Est-ce qu'on est à la faible hauteur ou est-ce qu'on est à la grande hauteur? Et comme M. Barry l'a dit, tant qu'on a un risque de chute, de trébuchement, naturellement, on est en hauteur. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui est à la maison, qui décide de prendre un tabouret, voilà, grimper sur le tabouret pour pouvoir fixer sur l'ampoule, donc il est au-dessus de la surface du sol. Et donc, il est considéré donc, comme en hauteur parce qu'on a ce risque-là de pouvoir trébucher ou de pouvoir donc, chuter. Maintenant, est-ce qu'il est en faible hauteur ou est-ce qu'il est en grande hauteur? Faible hauteur, moins de 3 mètres, les valeurs standards, et grande hauteur, au-dessus donc de 3 mètres et plus. Et donc, vous allez voir que souvent, beaucoup vont vous parler, comme le disait, un travail en hauteur, c'est tout travail à partir de 3 mètres d'auteur. Et donc, ça sous-entend que quelqu'un déjà qui est en dessous de 3 mètres, il n'est pas en hauteur. Donc, souvent, ça peut prêter confusion et ça crée souvent un amalgame souvent sur les sites. Donc, tant qu'on est en hauteur, tant qu'on est au-dessus de la surface du sol, que ce soit en grande ou en faible hauteur, nous faisons donc un travail donc en hauteur. Et la réglementation donc viendra encore accompagner. Donc, la hauteur, c'est un facteur de risque comme on l'a su, voilà, ou encore comme on le voit. Donc, il est plus important encore donc, excusez, la connexion fait un problème ici. Je vérifie quelque chose là. Voilà, c'est bon. Et donc,
En prenant donc le travail en hauteur donc, comme un danger, parce qu'il a ce potentiel-là de pouvoir créer donc des dommages, lesquels dommages, donc le risque de chute, le risque de trébuchement, etc., etc. Donc, naturellement, et comme on l'a vu précédemment dans l'analyse des tâches, donc le travail en hauteur se fera partie donc des tâches qu'on appelle donc des tâches critiques. Parce que dans l'exécution donc de ces tâches-là, on a des risques même qui entraînent beaucoup plus donc de dommages, avec même de leur sévérité. Et donc, quelqu'un, par exemple, qui a une chute, par exemple, de moins ou encore de plus de 5 mètres, ça ne sera pas évident, en tout cas en fonction même de la gravité des lésions donc, que cette personne-là pourra subir. Et donc, pour ce type d'activité-là, Pareto encore nous interpelle à pouvoir les encadrer, notamment avec les procédures de travail en hauteur, avec le permis même de travail en hauteur. Donc, on pourra mettre. Et qu'est-ce que euh, l'exigence légale donc, dit par rapport au travail en hauteur? Donc, on nous dit tout simplement que les travaux de maintenance, de réparation de blocage présentant donc un danger de chute doivent être effectués à l'aide d'échafaudages, de plateformes, de passerelles, ou etc. Et le port d'année, il est carrément obligatoire donc pour tout travailleur exposé à une chute de plus de 3 mètres comme valeur référence. Donc, si, excepté cela, si le travailleur est dans un environnement où on a des garde-corps ou encore des garde-corps de plus de 1,1, naturellement, peut voilà, travailler directement sans harnais. Par contre, dans fonction donc de d'autres environnements, il peut encore renforcer sa protection encore en utilisant donc l'armée. Donc, les valeurs références, c'est à partir de 3 mètres. Maintenant, nous pouvons encadrer une activité donc de travail en hauteur. Les questions qu'on doit pouvoir se poser, le travail à effectuer, c'est en hauteur parce qu'on a des risques liés donc à ce travail-là. Est-ce que les travailleurs seront en petite hauteur, c'est-à-dire faible hauteur, moins de 3 mètres ou plus de 3 mètres? Et donc, s'ils sont en faible hauteur, quels sont les moyens d'accès adaptés à pouvoir faire ce travail donc de faible hauteur? Sinon, si c'est un travail de grande hauteur, 3 mètres et plus, quels seront donc les moyens adaptés pour pouvoir encadrer donc ces activités, tout en intégrant donc la dimension donc de l'analyse sécurité des tâches avec tous les outils qu'on a vus donc précédemment. Et seuls les travailleurs habilités qui ont une formation requise sont habilités donc à faire le travail en hauteur. Donc, vous allez voir que si on revient encore dans l'analyse des tâches, comme c'est déjà une activité donc qui est très critique, on aura forcément un droit de regard donc, sur toutes ces composantes-là. La main d'œuvre, comme on l'a dit, qu'est-ce qu'on va mettre dans la main d'œuvre? On va s'assurer donc que toutes ces personnes-là qui feront ce travail en hauteur-là aient reçu donc une formation et aient connaissance donc des risques donc liés à leur activité donc en hauteur. Ensuite, en fonction de la faible ou de la grande hauteur, quels seront donc les équipements qu'on va utiliser comme moyen d'accès ou encore les équipements qu'on va utiliser donc pour le levage pour pouvoir assurer le travail donc en hauteur. Donc, naturellement, les moyens d'accès. Donc, un moyen d'accès, donc, ils seront choisis donc en fonction donc de la fréquence d'accès, de la durée d'utilisation et même encore de la hauteur, que ce soit faible hauteur ou encore que ce soit donc quoi, la grande hauteur. Donc, un moyen d'accès, qu'est-ce que c'est? Un moyen d'accès, c'est tout moyen qu'on utilise donc pour avoir accès à nos postes de travail. Quand on sait que le poste de travail, c'est le lieu destiné donc à exercer donc ce pourquoi on a été recruté. Donc, à exercer donc notre activité professionnelle. Donc, on va utiliser par exemple les moyens d'accès. Allez-y, Monsieur Barry. Est-ce que Monsieur Barry nous reçoit? Oui, je vous reçois bien, Monsieur Bado. Ah, Allez-y. je vais vous interrompre un peu. Non, allez-y, allez-y. Voilà. Voilà, j'ai une préoccupation par rapport au travail en hauteur. La dernière fois, nous avons eu une discussion. Ça Oui. veut dire qu'il y a une équipe qui travaille sur des clôtures. Et donc, la hauteur de la clôture est de 2,80 m.
2,80, ok. 2,80. Maintenant, il y a des échafaudages qu'ils ont mis en place et il y a Oui, une protection des gens, le contreventement à l'arrière. les 4 corps. Voilà, des garde-corps à l'arrière. Ok, Maintenant, bon, moi j'ai dit, bon, si il y a déjà des échafaudages et qu'il y a une protection à l'arrière, moi je crois que la nécessité de porter l'arnais n'est pas trop exigeante ou bien n'est presque nulle parce que c'est l'arnais, ça. bon, pour ne pas aller trop vite, hein, l'arnais a déjà une longe ou bien un lanyard qui dépasse les 2 mètres. C'est ça. Si on prend déjà 2 mètres sur encore 2,80 m, ça veut dire que le port de l'année ne va pas trop servir. Maintenant, je ne sais pas si est-ce que cela tient lorsqu'il s'agit de 2,80 m. Est-ce qu'il faut forcément porter l'année ou bien les échafaudages seulement suffisent? C'est ça. Donc, c'est une très bonne question. Voilà, là, ça répond à ce qu'on dit toujours que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Et ça arrive très fréquemment. C'est vrai qu'on a un peu dévancé, c'est des choses qu'on allait voir. Mais bon, je reviens là-dessus. Donc, déjà, pour votre cas de la réglementation, elle est claire. Et ça répond au principe de prévention qui nous dit de mettre l'accent sur les équipements de protection collective, mais en les renforçant ou sans toutefois négliger les équipements de protection individuelle. On avait vu qu'un équipement de protection individuelle est destiné à un individu pour le protéger, notamment comme le cas de l'armée. Alors, certains, ils sont déjà en hauteur et à travers donc les principes même qui encadrent donc les équipements de protection collective, on avait vu donc plusieurs principes, notamment par éloignement et par obstacle. Et donc, par obstacle, naturellement, ça sera d'empêcher déjà toute personne qui utilise donc une plateforme de peut-être tomber dans le vide. Donc, naturellement, si on a une passerelle plus d'1 mètre, l'arnais n'est pas obligatoire. Ensuite, pour le cas des échafaudages, je vous pose une question. Et s'il arrive que plutôt l'échafaudage elle-même est en déséquilibre, est-ce que la chute pourra être évitée? Si l'échafaudage elle-même qui accueille les travailleurs est en déséquilibre, est-ce que la chute sera consommée? Ensuite, sera consommé puisque l'échafaudage même va basculer. Donc l'échafaudage même va basculer. Donc pour dire tout simplement que on doit toujours penser à renforcer notre protection. Donc dans ce cas de figure, par exemple, souvent on fait en fonction du terrain. Sinon, ce n'est pas conseillé même de porter l'arnais sur l'échafaudage s'il y a des cas de corps. Pourquoi? Parce que l'échafaudage en lui-même peut représenter un sujet donc de risque. Avec l'analyse, on a vu un peu avec le matériel qu'on doit inspecter. Et donc, vous allez voir que normalement, le meilleur moyen de pouvoir le faire, ça sera de accrocher la longe même de l'arnais sur un autre support qui n'a rien à voir avec même l'échafaudage. Pour que si l'échafaudage lui-même bascule, il soit toujours protégé. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est un poste fixe, il fallait donc trouver, implanter donc une ligne de vie. Et la ligne de vie, donc, qui va permettre donc de permettre à chaque travail de pouvoir s'accrocher pour que même si le échafaudage même est défaillant, pour que ces personnes en soient protégées. Sinon, à défaut, quand on a des échafaudages, et en fonction même des types en commun d'échafaudage, ils seront toujours obligés en fait de raccrocher, de décrocher, de raccrocher parce qu'avec les garde-corps, ils n'ont pas cette mobilité-là facile. Et s'ils ne sont pas vraiment, ils ne font pas vraiment attention, au lieu même que l'arnais les protège, l'arnais même encore va les exposer même à un risque. Sinon, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé parce que si l'échafaudage balance, au contraire même, ça va faciliter même leur chute. Donc, soit ils s'accrochent sur un autre support, ou soit encore, ils essaient de travailler avec les garde-corps. Maintenant, si vous savez que, par exemple, les échafaudages sont solides et qu'il y a des échafaudages où le haut de la passerelle, par exemple, vous allez voir qu'on n'a pas d'interruption. Donc, ils peuvent facilement accrocher leur harnais. Si tout est bien fixé, ils peuvent facilement accrocher leur harnais et ça va faciliter donc leur mouvement. Sinon, dans un autre contexte, ce n'est pas vraiment
autorisé, ce n'est pas sécuritaire. Mais comme on travaille toujours à remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins. Et récemment, le mois passé en Côte d'Ivoire, on a tout un assemblage d'échafaudage qui a, qui a cédé. Donc, qui a beaucoup plus enregistré plus d'une vingtaine de blessés graves. Donc, pour dire que l'échafaudage lui-même aussi peut être un sujet. Donc, l'idéal, chercher un support pour s'accrocher et ensuite maintenant travailler en toute sécurité. Donc, voici un peu, M. Barry. D'accord. Merci, monsieur Badou. Merci beaucoup. Merci. Et donc, pour le travail en hauteur, c'est ce qu'on a dit. Tout au-dessus de la surface du sol, on est en hauteur. Est-ce que c'est la petite hauteur ou est-ce que c'est la grande hauteur? Parce que les valeurs références, c'est à partir de 3 mètres. Mais quand on prend les 3 mètres comme une définition même du travail en hauteur, là, il y a problème. Et donc, si on est en petite hauteur, quels sont les équipements qu'on va utiliser comme moyen d'accès? Et donc, on verra donc les échelles avec les garde-corps, les escabeaux qui permettent donc de pouvoir faciliter donc le travail donc en petite hauteur, les marche-pieds aussi donc qu'on peut utiliser aussi donc pour des travaux de petite hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans toujours? Si c'est un travail en petite hauteur, qu'est-ce qu'on va se poser? Est-ce que le travailleur est habilité, c'est-à-dire la main-d'œuvre, au niveau du matériel, est-ce que l'équipement même lui-même ne peut pas être un sujet d'exposition? Donc, on va inspecter que ce soit l'escabeau, que ce soit l'échelle. On va regarder déjà pour l'escabeau, on va regarder directement les sabots. Les sabots, ce sont les, les cartouches en noir qui se retrouvent donc sur les quatre pieds, si on peut le dire. Voilà, donc on va vérifier les sabots. Est-ce que les sabots sont présents? Parce que lorsqu'un sabot n'est pas là, ça déséquilibre même les marche-pieds ou encore l'escabeau. On va s'assurer donc que les marche-pieds même soient bien fixes et solides. Parce que quelqu'un déjà peut pouvoir travailler là-dessus. Si c'est en déséquilibre, ça va entraîner donc sa chute. Donc, si il trébuche, par exemple, et que le milieu, par exemple, n'est pas dégagé, par exemple, de tout ce qui est comme matériel, il peut être exposé. Parce que quelqu'un qui a une petite chute, il tombe sur une pointe, par exemple, ça devient grave. Donc, le milieu en ce moment devient quoi? Sujet d'exposition. Donc, par rapport aux escabeaux, pareil, on va regarder encore les sabots, on va regarder les marche-pieds, on va regarder donc la courroie qui permet donc de sécuriser son utilisation et former les travailleurs sur comment utiliser l'escabeau. Donc, l'escabeau, la dernière marche donc n'est pas adaptée à pouvoir monter là-dessus. Normalement, par exemple, quelqu'un qui doit travailler pour réparer une ampoule, sa boîte à outils, donc la dernière marche, c'est donc de pose de boîte à outils ou encore de son matériel pour faciliter donc la récupération donc, du matériel à pouvoir exercer donc, son activité. Par contre, lorsqu'on commence à rentrer au-dessus, soit 3 mètres, on voit qu'il y a des échafaudages maintenant qui font déjà l'intermédiaire entre la petite hauteur et la grande hauteur. Et donc, les échafaudages avec leur plateforme et surtout munis de garde-corps qui constituent donc quoi? Une protection collective. Et donc, pour revenir encore, vous allez voir que ça répond toujours à ce principe-là. Les garde-corps obligatoires, pour répondre à ce principe-là, prioriser les EPC sur les EPI. Et ensuite, si on a la possibilité de renforcer, parce que le risque zéro n'existe pas, et toute vie humaine est vraiment importante, on va travailler à toujours quoi? Renforcer, soit avec une armée, mais le plus important pour l'armée, c'est le point d'ancrage. Donc, pour l'échafaudage, on va s'assurer aussi que le milieu, qu'est-ce qu'on va mettre dans le milieu? Est-ce que le sol est stable? Est-ce que le sol est vraiment réceptif donc, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir maintenir donc, notre échafaudage? On va s'assurer que l'échafaudage même a été monté donc, par un expert, par quelqu'un donc, qui est déjà habilité. On va s'assurer aussi donc, que toutes les échelles, les marchepieds donc, d'accès donc, à la plateforme sont bien sécurisés. Et donc, en fonction de l'un dans l'autre, nous déjà pour le matériel, on va s'assurer déjà que le matériel est conforme. Ensuite, le milieu et s'assurer que donc tout le travail qui se fera sous l'échafaudage, l'environnement donc soit dégagé. Pour que même s'il y a, il y a une chute, pour éviter donc que l'environnement même soit un sujet d'aggravation même de la chute. Et donc, on va discuter quelle est la situation dangereuse que vous observez, par exemple, sur cette image-là. Situation dangereuse sur cette image.
situation. Allez-y, monsieur Drabo, le micro est ouvert, allez-y en même temps. Ensuite, monsieur Kara. Oui. Oui, par rapport à cette image-là, je vois que le monsieur a posé une planche sur des briques au niveau du balcon et il utilise ça pour monter, pour travailler. Et il a attrapé en quelque sorte les sabotages. Donc je vois que la planche peut basculer sur les briques là et facilement il peut tomber. Donc voilà ce que je vois par rapport à l'image. C'est ça. Ok. D'accord. Merci, monsieur Barry. Monsieur Kara pour terminer. Voilà, bon. Ici, moi aussi, je vois que le travailleur, l'employé là, et l'employé plutôt, et il n'a pas porté d'harnais. Voilà. Donc, ce qui veut dire que s'il chute aussi, bon, il n'y a pas quelque chose pour l'empêcher. Voilà. Merci, monsieur Barry. Monsieur Maïga. Bonsoir, chers participants. Bonsoir, monsieur Maïga. Bonsoir, Salvador. Et ici, je me dis que le balcon déjà faut d'abord être sûr de ses capacités à supporter et à accueillir un travailleur avant de placer ses planches et briques là-dessus. Oui. Et c'est Monsieur pour Maïga, que on vous entend moins. euh, Allez-y. donc, je disais, Oui, allez-y. au fait, c'est placé sur un balcon. Oui, Maintenant, et ce n'est même pas rassurant que le balcon a les capacités d'accueillir un travailleur avec tous ses équipements là-dessus. Donc, c'est pas évident que le balcon a cette résistance. c'est Donc, ça. c'est le premier danger. Le deuxième est que c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de protection physique. Donc, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière physique. Donc, il aurait dû utiliser un harnais, mais là aussi, on voit qu'il n'y a pas, il y a même pas un endroit où on peut appliquer ça. C'est ça. Donc, la solution, là, c'est vraiment de viser encore l'échafaudage général à ce niveau. C'est ça. Merci, monsieur Maïga. Donc, très bon diagnostic. Donc, à la base, déjà, ce sont les travailleurs qui veulent faire le crépissage. Donc, ils veulent faire le crépissage. Et donc, pour dépenser moins, ils vont louer simplement non que cette tranche d'échafaudage-là. Sinon, l'idéal même, c'est de prendre donc un ensemble d'échafaudage qui couvre tout l'ensemble du bâtiment où ils ont une certaine facilité même de mobilité. Donc, sauf qu'ils veulent beaucoup plus, moins dépenser. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'échafaudage de partie en partie. Et là, ils décident maintenant de prendre des briques. Comme déjà, on a la poutre qui est là. Et donc, ils n'arrivent pas vraiment. L'échafaudage se trouve entre les deux. Donc, de l'autre côté, l'échafaudage ne peut pas se mettre pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont cette idée ingénieuse, et je complète à risque même dessus, de mettre deux briques et ensuite même encore un plancher là-dessus, ou avec une gamelle même encore pour pouvoir faire le crépissage. Et donc, pour dire tout simplement que l'un mis dans l'autre, le HSE de base doit travailler déjà à pouvoir identifier donc toutes ces situations. Et comment ça va se faire? On a vu ce qu'on appelle l'induction, où tout nouveau travail doit être induit sur les procédures et les règles donc, de sécurité qui sont mises sur le site. On a la minute de sécurité qui vient encore mettre un point d'honneur en sensibilisant encore les travailleurs. L'analyse des risques qu'on vient de voir précédemment avant les activités, c'est-à-dire pour le cas d'un travail en hauteur qui est une tâche critique, qui expose beaucoup de travailleurs, on va analyser. Mais on n'a pas la garantie que tout ce qu'on a dit là, est-ce que sur le terrain, les travailleurs vont respecter ça?
D'où l'importance de l'inspection. Seule l'inspection donc peut permettre à l'HSE d'avoir les réalités même du terrain. Et pour la petite histoire, cette photo donc vient de notre site. Ce sont les prestataires voilà, qui ont eu le marché pour pouvoir exécuter. Et là, ça montre encore la force même de la culture sécurité d'un environnement de travail à un autre. Et là, pendant que nous, on passait directement, ils n'avaient pas encore fini le montage. Et donc, on partait encore sur d'autres sites. Mais il a fallu un autre travailleur pour venir les interpeller sur la situation dangereuse et arrêter leur travail. Ensuite, maintenant, appeler l'équipe HSE, présenter la situation. Parce que quand le HSE arrive vraiment à pouvoir intégrer tous les travailleurs dans cette culture santé-sécurité, le travail devient moins pesant parce qu'il donne la latitude aux autres d'être en mesure aussi de pouvoir connaître ce qu'on appelle un danger, ce qu'on appelle un risque, ce qu'on appelle aussi une situation dangereuse. Et ça contribue à maintenir donc cette veille sécurité-là et de limiter, pas d'éviter ou encore de réduire même la survenue donc des risques. Et donc l'interpellation se fait, on arrête le travail immédiatement. On les sensibilise sur les risques même liés à leur comportement et on met à leur disposition donc les EPI. Et encore, ça vient renforcer l'image ou encore la question, l'intervention de M. Barry, vous allez voir que dans ce cas de figure, on cherche des solutions pour pouvoir accrocher la longe, mais on n'en a pas parce qu'on ne va pas aussi stopper le travail parce qu'en même temps, chez soi, on est à la fois efficace, on est efficient aussi. Et donc, on est obligé quand même, là vous voyez les quatre qui sont présents, mais comme ce harnais-là a deux longes avec deux mousquetons, donc on les permet vraiment de les accrocher de part et d'autre, ensuite de faciliter donc leur mobilité tout en les sensibilisant à maintenir donc cet éveil sécurité. Donc sur le terrain, souvent, ce n'est pas forcément les réalités de ce qu'on a appris ou encore de ce qu'on voit, mais toujours est-il que nous, HSE, on doit être capable de pouvoir trouver le juste milieu, mais sans toutefois oublier la sécurité donc des travailleurs. Et lorsqu'on commence à entrer encore dans le travail, beaucoup dans la grande hauteur, on aura besoin de certaines plateformes, de certains équipements qui vont nous aider à aller en hauteur. Monsieur Barry a le micro ouvert. Si c'est pour une question, allez-y. Ok, merci, Monsieur Bado. Vous venez de dire quelque chose de très capital. Souvent, c'est pas ce qu'on dit ou bien c'est pas ce on, on prétend qu'on rencontre, par exemple, sur le terrain. Par exemple, si nous partons sur l'image, vous pouvez repartir un peu sur l'image, s'il vous plaît. Sur l'image, OK. Oui, oui, la précédente image. La précédente, Voilà. Non, celui-là. non, 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 encore. Là, c'est là. Oui, voilà. Par exemple, vous voyez qu'il est arrêté sur la poutre ou bien c'est sur euh, l'auvent là. Et que si, en tout cas, ils veulent travailler à cet endroit juste là, je ne connais pas la largeur du l'auvent là, mais il semble réel que cet échafaudage là ne peut pas, en tout cas, être à ce niveau. Ça, c'est le premier aspect que moi je vois. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a aussi des certifications pour les échafaudages? Parce que j'entends certains dire que ce type d'échafaudage n'est pas accepté dans certaines zones. Je ne sais pas si cela est vérifié ou bien cela peut être vrai. Oui, par rapport aux échafaudages, il y a des certificats d'habilitation pour des monteurs même d'échafaudage. Il y a des gens qui ont cette habilitation certifiée, donc experts en que ce soit montage et démontage des échafaudages. Et sur d'autres sites, parce que d'un environnement à un autre, c'est différent. Par exemple, sous notre silo, on était vraiment obligé d'appeler des experts pour ce faire, avec des échafaudages même qui sont certifiés. Et donc, même le montage, ils ont une procédure de montage, ils ont une autre même procédure donc, de démontage. Je pense que pour les cours à venir, on aura l'occasion même de revenir là-dessus. Allez-y, ou soit c'est terminé. Non, j'ai parlé de l'installation de l'échafaudage au niveau, vu qu'il y a l'auvent ou bien vu qu'il y a la poutre là. La C'est difficulté ça, que l'échafaudage soit installé ici, là aussi, est là. Il ne faut pas souvent aussi ignorer les réalités du terrain aussi, quoi. c'est ça. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'on dit.
Voilà, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui est sur le terrain. Donc, parce que là, on présente la difficulté. Est-ce que pour autant, on va essayer donc de voir dans quelle mesure l'échafaudage donc sera installé? Parce que là, par exemple, si on était directement à une certaine distance et que l'échafaudage même avait couvert directement tout, tout le mur, vous allez voir que quand même le travail pouvait même se faire. Parce que d'un autre côté, sous d'autres angles, par exemple, l'échafaudage pouvait se mettre parce qu'on a notre transformateur qui est à côté. Et d'un autre côté aussi, on a le transformateur qui est là. Donc, de cette distance-là, si l'échafaudage était en tout cas implanté sur tout l'ensemble, même en tenant compte même de la longueur de la poutre, le travail donc pouvait se faire. Mais comme aussi on veut peut-être cotiser dans la location, plutôt avoir plus, notamment dans la location de l'échafaudage, ça expose. Mais toujours est-il que il faut toujours composer. Le plus important, c'est de travailler de façon sécuritaire. Donc, souvent nos procédures sont là, mais c'est à nous aussi d'être réalistes sur le terrain et de joindre l'utile à l'agréable pour que le travail puisse se faire. Donc, sécuritaire, oui, efficace quant aux objectifs à atteindre, efficient aussi quant aux ressources qu'on va utiliser pour atteindre les objectifs. Et donc, lorsqu'on commence à entrer dans la grande hauteur, on aura besoin de certains équipements qui vont nous aider à faire le travail en hauteur, notamment les nacelles. Donc, les nacelles, donc, c'est tout équipement mobile qui possède donc des garde-corps, qui possède aussi une plateforme qui permet donc de recueillir donc le travailleur pour qu'il puisse, à une certaine portée bien sûr, pour qu'il puisse travailler donc en toute sécurité. Et par rapport aux nacelles, on a plusieurs types donc de nacelles. On a des nacelles avec ce modèle-là de véhicule. On a aussi des nacelles donc télescopiques. Et si on revient encore, vous voyez que plus on prend de la hauteur et plus on doit vraiment prêter beaucoup d'attention. Raison pour laquelle, et ça met encore un point d'honneur sur ce que Pareto nous dit. Lorsqu'on doit par exemple utiliser une nacelle, il est obligatoire déjà de pouvoir inspecter le matériel. Donc, on va demander déjà le certificat d'expertise donc de la nacelle. Le chauffeur, on va s'assurer aussi qu'il lui aussi il a l'habilitation de pouvoir manipuler donc ce type d'engin. Parce que si les deux sont défaillants, le travailleur sera forcément exposé. Si les deux à leur niveau c'est bon, le travailleur lui-même est défaillant, il va toujours aussi rapprocher l'ensemble donc à la survenue donc d'un risque. Et ça vient confirmer encore l'incertitude donc des conséquences. Plus on a des trous dans des barrières et plus on se rapproche donc de la survenue donc d'un risque. Et si encore ça doit se faire avec des cages à hommes, notamment avec les grues pour les porter, on doit suivre le même principe. On doit s'assurer que la cage déjà soit certifiée, s'assurer que le poids destiné donc à l'ensemble donc des personnes qui seront à l'intérieur soit respecté. Si c'est une cage à hommes destinée à comme poids maximal 800 kg, il faut s'assurer que en tout cas le matériel, y compris même les personnes qui seront aussi, n'excèdent pas donc ce poids-là. Donc, si ce sont des nacelles télescopiques qui peuvent être manipulées même à l'intérieur des garde-corps, donc comme à l'extérieur, on doit toujours travailler à faire quoi? À inspecter même l'équipement. Et surtout pour ces nacelles télescopiques-là, avec les pneus, on doit s'assurer dans les checklists. Quand vous allez regarder, par exemple, dans la liste des checklists qui sont mis à votre disposition, vous allez trouver des nacelles. Et là, au niveau des pneus, on doit s'assurer que les pressions donc, soient réparties en parts égales. Parce que le moindre déséquilibre déjà peut entraîner la chute du travailleur qui est à l'intérieur. Donc, on doit être vraiment, vraiment, vraiment regardant donc, sur les assets, qu'ils soient télescopiques donc, ou autres. Donc, voici encore des exemples. Vous voyez que ici les garde-corps donc, sont à plus de 1 mètre. Donc, normalement, on peut travailler donc sans harnais. Mais comme encore on est en hauteur et qu'on est conscient que ce n'est pas une passerelle qui est fixe et que c'est un équipement qui lui aussi peut être sujet d'exposition, on va prendre, respecter ce que le principe de prévention nous dit. Équipement de protection, les garde-corps sont là. Ensuite, on va renforcer avec quoi? Les EPI, notamment le harnais, pour que si l'équipement, la nacelle elle-même elle est défaillante, il faudrait que quand même l'arnais arrive donc à nous. On aura donc l'illustration donc parfaite avec cette vidéo-là sur laquelle on va échanger.
Qu'est-ce qui n'a pas marché d'après vous? Sur cette vidéo, qu'est-ce qui n'a pas marché? Volontaire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Allez-y, Monsieur Barry. Bon, la vidéo était un peu rapide, mais moi, je trouve que l'analyse des risques aussi a manqué, hein. Parce que je L'analyse crois qu'ils ont, des risques. oui, parce que Allez-y. je crois qu'ils ont sous-estimé la hauteur et ils n'ont pas balisé la voile. Donc, ils n'ont pas balisé comment appelle-t-on ça? Le cercle de sécurité des, par exemple, des intervenants. Oui. Ouais. Et donc, c'est Selon essentiellement moi. ça. Voilà, c'est essentiellement ça parce que l'analyse des risques donc, a failli. Et donc, raison pour laquelle l'analyse des risques donc, devient un outil de prévention pour le HSE à travers donc, ces outils parce que ça permet donc de se prolonger même sur les risques donc, potentiels qui peuvent arriver. Donc, vous allez voir que on va faire la sensibilisation. Bon, les gars, aujourd'hui, on doit les travailler. Donc, on sort même de notre cadre opérationnel. Ici, ça peut s'apparenter, par exemple, aux travaux de la Sonabel, par exemple. Là, vous sortez de votre site opérationnel. Et si vous êtes responsable à chercher dans ce type de structure-là, vous sortez, dans la mesure où vous sortez déjà dans le cadre de votre site opérationnel, ça signifie que la prévention même doit continuer pendant le transport et l'endroit même destiné même à l'implantation même de votre site. Et donc, vous allez sensibiliser les gens. On va faire la minute de sécurité. Les gars, on va faire telle activité aujourd'hui qui est très critique. Voici le bon comportement, les bons réflexes, les mauvais comportements à éviter pour que cette activité-là puisse se dérouler donc en toute sécurité. Et donc, dans l'analyse des risques, quand vous allez décomposer partant du début jusqu'à la fin de toutes les étapes pour pouvoir finir ce travail-là, vous allez voir que avec l'évaluation et avec la proposition même des mesures, vous allez donc l'éviter. Donc, vous allez commencer déjà par le balisage dont M. Barry parle. Et ici, on peut même intégrer pour pouvoir renforcer, parce que si on balise avec, par exemple, par le principe de protection par obstacle. Si les balises, ce sont des rubans, c'est généralement ce qu'on voit même en ville actuellement. Et c'est un très gros problème. Donc, imaginons que vous balisez avec des cônes. Quelqu'un y perd, c'est une circulation, quelqu'un perd le contrôle de son véhicule, souffre qu'il arrive vraiment à créer un accident. Donc, on ne doit pas forcément faire confiance aussi aux équipements des autres. Donc, soit on intègre le principe de protection par éloignement où quelqu'un va se poser, créer une déviation à distance pour montrer qu'attention, on a des travaux qui se font. Et après, il faut renforcer aussi par le balisage. Sinon, le balisage en lui seul, si quelqu'un, pour une route qui est destinée donc à un usage public, s'il perd le contrôle de son véhicule, même si un accident arrive, si les enquêtes prouvent qu'il a perdu le contrôle de son véhicule, vous n'aurez déjà qu'à subir les conséquences. Donc, pour ce type de travaux-là, il faut être très regardant. Et donc, pour les nacelles, il faut toujours, après le certificat d'expertise même de la nacelle, il faut s'assurer que, par exemple, le poids destiné donc pour le levage soit respecté. Donc, à l'intérieur même de la cage, si l'intérieur des garde-corps, le poids maximal, par exemple, c'est 500 kilos. Rassurez-vous que si ce sont deux personnes qui doivent travailler, il faudrait que la répartition, et comment ça doit se faire, vous devrez exagérer, vous devrez faire une extension. Si normalement les travailleurs, généralement, on peut dire c'est 70 kilos, il faut aller jusqu'au moins 80 kilos à 100 kilos. Faites une extension pour entrer toujours avec une limite inférieure. Parce que généralement, avec ce type de nacelle-là, lorsque le poids excède, lorsque ce sont les télescopiques, l'engin ne démarre pas. L'engin va signaler que, attention, le poids a excédé. Mais si d'autres s'entêtent, normalement, l'engin peut s'éteindre. Mais pour d'autres types de nacelles, par exemple, il va supporter le poids. Arrivé un moment, quand les flexibles vont céder, ça va entraîner donc un accident très, très grave. Et pour ce type de nacelle-là, l'engin même peut être manipulé dans la cage comme même à l'extérieur. Donc, on va toujours souhaiter aussi que si le chauffeur, il est avec vous en haut, rassurez-vous qu'il y a aussi un autre signalement en bas pour que si le tableau de bord en haut n'arrive pas à marcher, il faudrait que le signaleur qui est en bas arrive quand même à pouvoir gérer donc le bas. Si ce sont les grues aussi ou d'autres appareils de levage, il faut faire l'inspection. Soit vous envoyez votre formulaire d'inspection
pour que l'entreprise déjà qui met en location s'assure que la grue elle-même respecte vos standards. Sinon, vous-même, vous partez faire l'inspection. Donc, un modèle d'inspection. Faire une inspection, ça ne fait pas de nous des mécaniciens ou encore des experts dans la matière, non. C'est de façon sécuritaire. On va lui demander, par exemple, pour la grue, envoyer le certificat d'expertise. Donc, par rapport à la main-d'œuvre, s'assurer que le signaleur et le grutier ont l'habilitation nécessaire. Les certificats d'expertise de la grue, parce que la loi réglemente tout ce qui est comme équipement sous pression doit faire preuve donc d'une inspection, donc à un certain délai. Donc, vous allez demander pour voir si le certificat est à jour. Ensuite, vous allez lui dire, en fonction de votre checklist, est-ce que les pneus sont bons? Est-ce que les béquilles sont bons? Est-ce que le tableau de bord de la charge de la grue est bon? Est-ce que le gyrophare il est bon? Donc, comme sur cette vidéo, par exemple. Donc, vous lui demandez, c'est un point qui figure donc sur votre checklist et le chauffeur exécute. Et après ça, maintenant, vous allez regarder en fonction des points qui ne sont pas conformes, de ceux qui sont conformes, jugez vraiment si vous pouvez donner, valider donc son utilisation. Donc, on élargit donc notre champ d'analyse. On travaille avec la main-d'œuvre, le matériel, la méthode, le milieu et la matière. Donc, pour des travaux donc, de très, très grande hauteur comme celle-ci, où il faut, par exemple, à une très grande portée, une cage à hommes avec des hommes à l'intérieur, une grue pour les porter. Donc, souffrez que si les méthodes ne sont pas réunies et que l'analyse n'est pas définie à 360 degrés, c'est vraiment compliqué parce que vous êtes d'activité. On va demander le GHA obligatoirement. Il va décomposer toute l'activité dans son ensemble. Ici, si c'est la découpe d'un silo, par exemple, la découpe d'un silo, quelles sont les étapes pour pouvoir découper le silo du début jusqu'à la fin? Donc, on va faire le GHA ou encore le GSA ou encore même l'APD. Et quand tout est fait, on va regarder la main-d'œuvre. Est-ce que la main-d'œuvre est compétente? Parce que tout le monde n'est pas habilité à travailler en haut. Il y a des gens qui ont peur de la hauteur. Tout ça, ce sont les réalités. Ensuite, on va regarder la grue avec l'inspection qu'on a vu récemment. On va regarder directement est-ce que l'élingue est habilité à adapter. La cage à homme, est-ce qu'elle est adaptée? Donc, on va vérifier l'équipement. Le milieu, on va regarder est-ce que où la grue même va se poser. Est-ce que ses contrepoids sont bien? Est-ce que l'environnement, la pluie, le vent, etc., etc., ne sera pas un sujet de risque? On va regarder tous ces éléments-là. Et quand tout ça c'est fait, on va passer par nos méthodes, on va les intégrer, l'analyse dans nos méthodes, le cadre de sécurité, l'induction pour le nouveau et l'inspection, la ronde permanente qui fait partie aussi d'un module qu'on appelle l'observation des tâches. Pour ces tâches très critiques, il faut obligatoirement que l'HSE soit présent, H24, pour contrôler la réactivité des gens. Parce que rien ne vous donne la garantie que tout ce que vous allez dire sera respecté. Donc, il va falloir que le HSE soit présent sur site pour pouvoir contrôler donc, la réactivité donc, des gens. Alors, donc, précaution à prendre donc, pour le travail en hauteur. Donc, le meilleur moyen de ne pas tomber, c'est de ne pas monter. Donc, tout simplement pour nous dire qu'on doit toujours penser à remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Donc, en travaillant donc à éviter au maximum l'hauteur. Donc, ça signifie quoi? Si on doit aller monter, par exemple, une ampoule en hauteur, si le plus impossible, on a cette capacité-là de monter le maximum même du matériel en bas et ensuite aller fixer. Donc, il faut jouer donc sur le temps d'exposition. Quand on sait que pour évaluer un risque, on tient compte de ces deux paramètres, la gravité donc et l'exposition. Alors, donc, pour ce faire toujours, on va travailler toujours pour les personnes, donc la main-d'œuvre, pour tout type en tout cas de travail, que ce soit en qualité ou en santé sécurité, pour celui-là vraiment qui arrive à intégrer les 5 M dans son champ d'analyse, quand même, il arrive vraiment à contrôler quand même son site, même si le risque zéro n'existe pas. Parce que dans la main-d'œuvre, il saura qu'est-ce qu'il doit mettre dans la main-d'œuvre pour que le travail se fasse sécuritaire, de façon sécuritaire. Le matériel, il saura le faire. Le milieu, il saura le faire. Les matières, il saura le faire. Et aussi, donc, quoi, la méthode aussi, il saura donc le faire. Donc, on va aussi regarder cette vidéo et discuter là-dessus.
Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché ici d'après vous? Dans cette vidéo, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? N'a pas été fait pour éviter donc la survenue de cet accident-là. On va aller rapidement, volontaire, proposition. Volontaire pour cette vidéo. Est-ce qu'on me reçoit? Merci de confirmer, sinon. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, monsieur Badou, on vous reçoit. Mais ça a passé très vite. Moi, je n'ai pas bien saisi. Ok, d'accord. S'il n'y a pas de volontaire, on va continuer. Le micro est ouvert. Allez-y, monsieur Barré. Ok, moi je vais essayer un peu. Allez-y. Euh, je vois que ce monsieur, bon, là où il est là, mais il y a pas de protection, il n'y a pas de garde-corps, premièrement. Et deuxièmement, on parle du facteur humain. Voilà, sûrement que lui aussi, il s'est préoccupé, on dirait qu'il parlait avec quelqu'un qui est en haut, ou bien quelqu'un qui est au-dessus. Et il ne sait pas aussi, il n'a pas fait attention au milieu là où il est. Voilà, comme si il n'a pas prêté attention à là où il marche. Voilà. Donc, il était plus concentré sur la communication ou bien sur la personne qu'il communiquait avec et il marchait en arrière. Voilà, il marchait à reculons. Et selon Excellent. moi, c'est ce qui a causé sa chute aussi. Excellent. Merci, monsieur Barry. Et donc, c'est essentiellement ça. Si vous allez voir directement que ils ont monté, quand on regarde sous le niveau, vous allez voir les garde corps, la présence donc des garde corps qui protègent même les utilisateurs de la plateforme. Et donc, souvent, les travailleurs ont cette fâcheuse habitude-là d'éviter pour eux de perdre le temps, de mettre uniquement la plateforme et ensuite de travailler. Donc, seule l'inspection dans ces cas de figure-là permet à l'HSE de pouvoir identifier ces non-conformités-là. Parce qu'eux, ils sont pressés, ils vont se dire, tant que je peux travailler, il n'y a pas de problème, il y a la mobilité. Par contre, les garde-côtes ne sont pas présents. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, la main-d'œuvre. Peut-être ici, machin en reculant, il était distrait, ou même encore, peut-être c'est quelqu'un qui était tombé dans les paumes. Soit il avait pris aussi un médicament qui a perdu même sa connaissance. Donc, quand on perd directement ce réflexe-là, naturellement, il est exposé. Troisièmement, vous allez voir l'environnement même de travail, avec tout le matériel qui est stocké en bas de la hauteur. Raison pour laquelle c'est très important de pouvoir utiliser les 5M pour une analyse beaucoup plus approfondie. Parce que dans le milieu, on va dégager tout ce milieu-là. Parce que cette personne, s'il était tombé sur une surface nue, ça aurait peut-être pu éviter, parce qu'on n'a pas le diagnostic final, quand même certaines lésions. Et troisièmement, vous allez voir que le casque est tombé. Si c'est tombé, ça signifie qu'il n'y avait pas même de jugulaire sur le casque, qui permet donc de serrer la tête donc au menton. Donc l'un mis en l'autre, il y a eu beaucoup, beaucoup. Et quand l'accident est consommé, tout le monde donc ne fait que subir. Donc raison pour laquelle on doit intégrer toute cette dimension-là de la main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la main-d'œuvre? Du matériel aussi, qu'est-ce qu'on va mettre dans le matériel? De la méthode, nos méthodes pour encadrer l'interaction de ces différents éléments-là. Ensuite, de la matière et enfin même du milieu. Donc, on va dire au travail tous les jours de faire ce qu'on appelle le housekeeping, c'est-à-dire travailler de sorte à ce que pendant même qu'il travaille,
faudrait que le chantier soit propre. Et surtout en BTP, on observe. Il faut les initier, les accompagner, les former même à pouvoir faire ce qu'on appelle le rangement progressif pendant le travail, où les gravats sont rassemblés à part, le fer rassemblé à part, les palettes, les bois cassés rassemblés à part. Et après encore, ça permet de donner même une autre valeur même à ces déchets. Alors, donc, comme règle de sécurité, naturellement, il faut délimiter la zone, comme on l'a dit. Donc, l'un mis en l'autre, avec la méthode d'analyse, on pourra forcément intégrer. Donc, délimiter la zone avec un ruban, ça permet donc de montrer déjà que les activités, ça répond donc à ce principe donc de protection non collective là. S'assurer que le personnel affecté à la conduite ait reçu une formation. Donc, vous voyez que toujours est-il qu'on intègre forcément cette analyse à 360 en intégrant les 5 M. La main-d'œuvre, le matériel, la méthode. Donc, la main-d'œuvre, la personne doit être compétente. Ici, le déplacement de l'élevage ne doit pas dépasser donc, toutes les prescriptions, ça fera partie de nos méthodes. Le poids maximal soit respecté de nos méthodes encore. On va encore s'assurer que ne jamais utiliser une échelle ou encore tout, un point hors de portée, ça fera partie. La plateforme doit être munie de garde corps, ça fera partie de notre méthode. Est-ce qu'on fera le cadre de sécurité, l'analyse des risques, l'inspection de façon permanente pour, pour annuler déjà ou encore pour réduire donc tout ce qui est comme non-conformité. Et donc, quand on intègre directement toutes ces dimensions-là, facilement, on arrive quand même à contrôler beaucoup de choses. Vous allez voir pour des travaux de très, très grande hauteur, c'est obligé d'avoir une grue avec une cage à homme. Et s'il doit faire une découpe, soit avec le chalumeau, tout et tout, le travail à respecter donc les procédures et surtout la surveillance donc H24 pour pouvoir contrôler. Parce que vous allez dire au travail de ne pas sortir dans la cage. Pendant qu'il sera en haut, il va vouloir attraper quelque chose, il va vouloir sortir. Et là, c'est difficile donc de pouvoir contrôler leur réactivité. Donc, il faut vraiment une surveillance à 100%. Donc, lorsque le travail s'effectue à une hauteur supérieure à 3 mètres, il faut alors utiliser un moyen de prévention individuelle. Cela consiste donc à s'attacher. Ça, c'est la réglementation qui le dit. Ce sont les standards. Raison pour laquelle d'autres ont attribué cette valeur référence-là à la définition du travail en hauteur, chose qui n'est pas normale. Et donc, on a les valeurs 3 mètres. Et vous allez voir, par exemple, vous allez partir sur certains sites et chez eux, au lieu d'arriver à 3 mètres, ils se disent que même à 2 mètres, quelqu'un qui chute, par exemple, sur une surface qui l'expose, vous allez voir que la chute sera grave. Donc, vous allez aller d'un site à un autre, ils vont atténuer ce standard-là. Au lieu d'aller à 3 mètres, eux, d'autres vont dire à partir de 2 mètres, obligatoire de porter l'armée. D'autres vont vous dire à partir de 1,50 m, obligatoire de porter l'armée. Parce qu'on ne va pas attendre forcément. Plus on prend de la hauteur, plus les risques même deviennent quoi? Très graves. Parce que plus c'est haut, plus le choc aussi sera intense. Donc, moins avant même d'atteindre les 3 mètres, on dit obligatoire de porter l'armée. Et c'est la même chose si on est HSE, par exemple, pour une entreprise qui construit les routes. L'homme a toujours tendance à aller au-delà de la limite qu'on l'a fixée. Si on dit de rouler à 40 km/h, il n'aura pas forcément ses yeux sur le tableau pour voir s'il est dans la limite de 40. Donc, quand c'est comme ça, on descend à 20 km/h. Vous allez voir que même s'il dépasse les 20 km/h, il n'a pas dépassé la limite qui lui avait été fixée. Donc, souvent, c'est des stratégies que beaucoup d'entreprises utilisent. On va regarder aussi cette petite vidéo-là rapidement. Donc, tout simplement pour montrer l'importance donc du port du harnais. Donc, quand on va revenir là-dessus, qui est un dispositif donc anti-chute. Donc, la réglementation est claire. Lorsque déjà on a une zone qui expose, obligatoirement, il faut faire quoi? Mettre des garde-corps qui vont toujours répondre à ce principe de protection non collective, donc par obstacle. Et donc, pour tout travail qui va se faire dans ces environs, normalement, si c'était de l'autre côté,
le port du harnais n'est pas obligatoire. Vous allez voir, au niveau de chaque garde-corps, il y a des interruptions. Donc, le travail aura toujours tendance à faire quoi? À décrocher, à raccrocher. Et plus il décroche, il raccroche, plus même encore il est exposé. Et donc, ici, vous allez voir que la longueur, sa longe est quand même très longue. Mais malgré ça, ça n'a pas évité sa chute. La chute, elle est là, seulement que la gravité, elle est amoindrie. Alors donc, le harnais, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif anti-chute. Quand on dit anti-chute, on sait que déjà la chute directement, c'est lié donc à une hauteur. Donc, anti-chute n'est pas pour éviter la chute, c'est pour éviter même les conséquences même de la chute. Ça va amoindrir le choc en empêchant, en vous retenant donc en hauteur. Donc, on va voir directement toutes les parties donc, de l'harnais. C'est les choses qu'on pourra donc voir par la suite. Donc, on va avancer très, très rapidement. Donc, pour le harnais, donc, comme on l'a dit donc, au départ, lorsqu'on est au-dessus de la surface du sol, on est en hauteur. Grande hauteur, quels sont les équipements? Petite hauteur, quels sont les équipements adaptés? On va mettre l'accent sur les épaissiers d'abord. Ensuite, on va les renforcer par les épais. Donc, l'harnais, c'est un dispositif d'anti-chute qui est constitué donc d'un ensemble de polyester cousu et qui possède donc l'ensemble donc porté par l'individu, ensuite la longe qui lie l'individu à un point d'ancrage. Un point d'ancrage, c'est quoi? C'est l'endroit où l'individu même lui-même va s'accrocher. Et c'est ce point d'ancrage-là qui doit être en tout cas un point qui est capable de pouvoir supporter le poids donc de cet individu-là. Et donc, tout objet, toute hauteur à partir de 3 mètres, c'est obligatoire donc de porter donc un harnais. Maintenant, d'un environnement à un autre, ça, ils pourront la tenue au lieu de 3 mètres, ils vont revenir donc à moins de 2 mètres. Donc, quelles sont les étapes donc, du port de l'harnais? Pour ceux qui ont suivi en présentiel, une démonstration a été faite, notamment les photos ont été partagées dans le groupe avec un harnais même en présentiel. Donc, c'est un dispositif donc, de sang. Naturellement, il faut passer les mains comme un sac à dos qu'on veut porter. Ensuite, il faut serrer plutôt les sangles cuissardes, ensuite les bretelles au niveau des poitrines. Ensuite, il faut maintenant aligner la longe sur l'anneau dorsal et ensuite chercher maintenant le bon point d'ancrage. Donc, si cette vidéo donc, est très rapide, on va l'observer. Voilà, donc dispositif donc d'anti-chute qui permet donc de retenir la chute. Donc lorsqu'on doit utiliser l'arnais, ce qu'on doit être en mesure donc de faire, c'est l'inspection même de l'arnais. On doit former chaque travailleur à pouvoir inspecter, vérifier donc leur harnais avant leur utilisation. Donc généralement, qu'est-ce que l'HSE peut faire? Lorsque les harnais sont mis à disposition sur le site, vous directement, vous devrez peut-être gérer en fonction donc, du temps, en fonction donc, de votre disponibilité. Par exemple, chaque mois, chaque 3 mois, aller inspecter les années afin donc, de pouvoir détruire tous les années qui ne sont plus, qui ne respectent plus en tout cas ce que vous avez établi donc, de base. Donc, souvent, il y a des scellés qui sont là que vous pouvez utiliser comme preuve d'inspection des années. Donc, ça vous permettra vraiment de savoir quelles sont les années qui sont inspectées de celles qui ne sont pas inspectées. Deuxièmement, il faut montrer à chaque utilisateur même de l'arnais qu'est-ce qu'il doit pouvoir vérifier même sur l'arnais avant son utilisation. Parce que c'est un dispositif d'anti-chute. Si il est mal entretenu ou encore on a une fibre, par exemple, soit les bretelles qui sont mal cousues ou encore l'anneau dorsal qui est cassé, qui est détérioré, souffrez que ça ne pourra pas servir donc d'anti-chute. Donc l'arnais en ce moment perd toute son efficacité. Troisième chose aussi par rapport aux harnais, lorsque l'arnais a été utilisé comme stopper de chute, pour une chute qui a été déjà consommée, par mesure de sécurité, on ne doit plus pouvoir utiliser donc ce harnais-là parce qu'on se dit qu'il a perdu donc toute son efficacité.
Donc, pour l'harnais directement, sur chaque harnais, vous allez voir une étiquette qui est apposée donc, sur l'harnais, qui vous donne toutes les caractéristiques donc, de l'harnais, notamment le poids maximal qu'il peut supporter. Généralement, ça tourne autour de 150 kg. Et ensuite, donc, certaines notices voilà, par rapport donc, à son utilisation. Donc, le prix d'un harnais, ça varie en fonction de la qualité. Ceux qui sont vraiment bretelles, polyester, vous allez voir, généralement, ça peut atteindre 50 et plus. Sinon, moins que ça, généralement, actuellement, ce qui tourne actuellement, ce sont des harnais qui tournent autour de 20. Mais généralement, ils sont très, très mal cousus. Donc, on doit vraiment assurer donc sa gestion pour qu'elle soit toujours donc, efficace. Ensuite, par rapport donc aux procédures, dans le cours de l'analyse des tâches, on avait dit toutes les tâches qui sont très répétitives. Par exemple, si un lieu de travail, tout le jour, on va utiliser les échelles. C'est des choses qu'on utilise tout le temps, que ce soit les électriciens, etc. Donc, pour ces types-là, on ne va pas dire d'aller tout le jour analyser, faire l'analyse des risques. On va écrire une procédure simplement d'utilisation des échelles, une procédure sécuritaire qui va définir étape par étape sur comment ils doivent pouvoir utiliser donc une échelle, un escabeau, un marchepied. D'abord comme moyen d'accès, mais ensuite de façon sécuritaire. Et donc, comme on le dit, que ce soit l'échelle, l'escabeau, les marchepieds, on ne doit jamais les utiliser comme un poste de travail. C'est-à-dire, on ne doit pas jouer forcément sur le temps, c'est-à-dire s'arrêter là-dessus pour pouvoir, sur une certaine durée, travailler. Non, on doit pouvoir les utiliser comme un moyen pour avoir accès. Maintenant, il y a la réalité du terrain souvent. On va dire qu'on a besoin, par exemple, d'un équipement, une plateforme qui est habilitée à faire le travail. Sauf qu'on n'a pas le matériel en attendant. Donc, ce n'est pas aussi pour autant qu'on va stopper le travail. Toujours est-il que si on doit pouvoir utiliser l'échelle, il faudrait pouvoir réduire donc quoi? Le temps d'exposition. Parce qu'on sait que la gravité elle est consommée. Donc, nous, on va s'assurer que, par exemple, la procédure est respectée. On va s'assurer que les marchepieds, l'échelle, l'escabeau sont bien inspectés. On va demander à d'autres travailleurs de soutenir celui qui utilise même l'échelle ou encore l'escabeau, etc., etc., en jouant même sur le temps d'exposition. Donc, conditions d'utilisation généralement, voilà. Ensuite, pour les appareils de levage, ce sont les mêmes choses. Donc, on va toujours les inspecter et être très, très regardant donc sur cette inspection. Parce que généralement, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont présentes sur des projets. Le chef de projet, lui, joue avec le temps. Lui, il veut que vraiment le travail arrive à son terme pour que lui aussi, ça lui permet donc de répondre à ses tâches. Et donc, si pendant l'inspection, si le HSE regarde la sensibilité des gens en fermant les yeux sur certains détails de non-conformité liés à des équipements, souffrez que pendant l'exécution du travail, ça puisse le rattraper. Et quand c'est comme cela, que ce soit le chef de projet ou qui, tout le monde va vous abandonner dans ce cas de figure-là. Donc, soyez vraiment réaliste, mais faites votre travail pour ce qui est de l'inspection. Et si vous jugez que, par exemple, un critère sur le plan sécuritaire vraiment expose ou exposera encore les utilisateurs, fermez les yeux là-dessus et demandez à ce qu'on n'utilise pas, quitte à rechercher encore d'autres fournisseurs pour le mettre à disposition. Donc souvent, c'est de faire beaucoup, beaucoup d'attention. Autre question, sinon on a fini pour le cours sur le travail en hauteur. Est-ce qu'il y a des questions? On va revenir très, très rapidement sur les harnais, parce que ce sont des choses qui sont très importantes. Est-ce qu'il y a des questions sur le travail en hauteur? Questions? Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, Monsieur Barry. OK. Merci, Monsieur Bado. Moi, je voudrais revenir sur le point d'ancrage. OK, Voilà. allez-y. Voilà. Est-ce que deux ou plusieurs personnes peuvent s'accrocher sur
un seul point d'ancrage? Et qu'en est-il de la ligne de vie où les armées, ceux qui les utilisateurs d'armées peuvent également porter? Je vais aussi ajouter un détail que j'ai cru l'entendre dans votre cours où vous avez parlé de souvent sélectionner, par exemple, les travailleurs en fonction de leur poids. Voilà. Si, par exemple, si vous êtes deux ou trois travailleurs qui devaient travailler en hauteur, il y a des personnes de, de, de poids moyen, c'est préférable que ces personnes-là fassent le travail. Et ça, c'est une organisation entre travailleurs. J'ai pu l'entendre C'est une ça. fois dans votre cours. C'est ça. Donc, ma question était le point d'ancrage et puis les lignes de vie. OK. Merci, Monsieur Barry. D'accord. Donc, est-ce possible pour deux travailleurs donc, de s'accrocher donc, sur le même point d'ancrage? Donc, par définition, le point d'ancrage, qu'est-ce que c'est? Avec l'arnais déjà, l'arnais, avec la longe fait le lien entre le point d'ancrage, c'est-à-dire où le travailleur lui-même va s'accrocher, pour que ce point-là soit le point sur lequel il va s'ancrer pour pouvoir supporter sa chute. Et donc, comment trouver déjà le bon point d'ancrage? Déjà, en tant qu'HSE, souvent, on doit pouvoir aider les travailleurs eux-mêmes à trouver donc le bon point d'ancrage. Parce que généralement, ce qui ressort, soit dans deux cas, généralement, ça arrive en BTP, où vous allez voir des travailleurs, comme on a dit, de pouvoir porter l'arnais. Donc, pour satisfaire la vue donc, du HSE, naturellement, vous allez les voir, ils vont porter le harnais. Mais sauf qu'ils ne seront pas accrochés. Et donc, si votre inspection, votre rôle ne vous permet pas vraiment d'avoir un champ très élargi, vous n'allez pas savoir que ces personnes ne sont pas accrochées parce qu'ils veulent vous satisfaire. Vous allez vous tomber sur des maçons, sur des ouvriers qui ont 10 ans d'expérience, qui ont travaillé dans des environnements où ils n'ont jamais utilisé l'armée. Donc, pour eux, cette expérience est une garantie de sécurité pour eux. On a toujours fait comme cela, donc on va continuer comme ça. Donc, c'est à nous souvent d'accompagner. Mettre à disposition, parce que la norme nous dit, la loi nous dit, informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés. Mettez à leur disposition les équipements avec un plan de prévention au préalable, bien sûr. Mais il faut les former à comment utiliser l'équipement que vous mettez à leur disposition. Donc, quand vous leur donnez un harnais, il faut les former sur comment l'utiliser. Quelle est l'importance de l'arnais à leurs yeux et comment les utiliser, surtout comment trouver le bon point d'ancrage. Parce que très fréquemment, ce qu'on observe, on met à disposition les harnais, mais les gens ne savent pas trouver le bon point d'ancrage. Ou eux-mêmes vont aller s'accrocher en négligeant même certains paramètres. Parce que si l'année doit être considérée déjà comme un stopper, si vous n'avez pas le bon point d'ancrage, la suite donc sera très, très compliquée. Et donc, le bon point d'ancrage directement, ça va dépendre. Donc, c'est à l'ensemble des équipes dans l'analyse de leurs risques à pouvoir identifier en tout cas le bon point d'ancrage, l'endroit qu'ils pensent être vraiment solide pour que s'il y a une chute, au moins ça puisse être donc un point pour retenir donc les chutes. Donc, généralement, pour les BTP, soit vous allez voir que souvent c'est très, très difficile parce que c'est une construction déjà qui se fait. Donc, on n'a pas déjà ce dispositif-là qui est déjà installé. Donc, si c'est sur les échafaudages, il faut qu'on soit rassuré que l'échafaudage lui-même, il est stable. Et sur les bas même des échafaudages, il faut éviter les endroits où il y a des intersections parce que le travail sera toujours amené à s'accrocher, à se décrocher. Et comme cela, il perd de temps. Et deuxièmement, encore, il est plus même exposé parce que s'il oublie qu'il est accroché, il va faire un faux mouvement descendant par exemple, il oublie qu'il est accroché et ça peut faciliter donc sa chute. Donc, à défaut, à l'intérieur des bétons, on a généralement soit des faits en fonction même de leur taille. Souvent, c'est les meilleurs endroits, par exemple, mais en tenant compte de d'autres paramètres. Sinon, c'est à l'ensemble des équipes, quand la bonne information est donnée, vous essayez de trouver le bon point d'ancrage. Maintenant, si pour vous, deux personnes peuvent utiliser le même point d'ancrage, sans toutefois les mettre en difficulté quant à leur mobilité, c'est la bienvenue. Donc, pensons sécurité, mais aussi, il faudrait que le travail aussi puisse donc faire. Donc, voici un peu comment je vois ça. Par rapport à la ligne de vie,
c'est lorsque l'endroit est habilité à être un poste de travail. Là, on sait que tous les jours, par exemple, les employés sont là. Et s'ils sont là, naturellement, on peut installer une ligne de vie. Une ligne de vie, ça sera des, bon, je ne vais pas dire code en acier. Bon, voilà, donc on va dire code en acier, bien sûr. On tient compte de certains paramètres avec une certaine résistance même qui sont calculées et la répartition même des poids des potentiels utilisateurs. Généralement, on va les observer au niveau des broyeurs. Donc, ils seront donc fixés d'un mur à un autre de façon horizontale pour que si, lorsqu'on veut, par exemple, changer le boulon du broyeur ou encore pour le retrait des caillebotis, tous ceux-là qui seront en hauteur puissent s'accrocher là-dessus. Donc, on tient compte déjà de certaines, sa capacité. On invite même les experts à pouvoir venir fixer ces lignes de vie là. Mais là, c'est pour un poste de travail parce qu'on sait que c'est toujours là. Sinon, en BTP ou d'autres entreprises, si on doit dire à chaque travail en hauteur, il faut aller fixer une ligne de vie, ça sera vraiment compliqué. Donc, voici un peu ce que je peux dire donc, sur ça, M. Barry. M. Barry nous reçoit. OK. Autre question sinon? C'est bon, donc je vais encore revenir avec une autre question, hein. Oui, allez-y, monsieur. OK. Ce que j'entends souvent, on dit que sur certains sites, l'arnais avec une seule longe ne sont pas autorisés. Oui. Est-ce que ce cas est vérifié ou bien est-ce qu'il y a une raison qui justifie cela? Bon, déjà, tout va dépendre du site et du poste. Voilà, tout va dépendre donc du site et du poste donc, de travail. Donc, l'arnais avec une seule longe, excusez, je suis en train de chercher quelque chose. L'arnais avec une seule longe, dans une certaine posture, ça peut ne pas être trop sécuritaire. Et deuxièmement, quand on parle d'arnais avec une seule longe, on pense beaucoup plus à faciliter le travail de l'utilisateur. Parce que si c'est une seule longe, il est déjà limité déjà dans sa mobilité. Et donc, il aura toujours tendance soit à vous satisfaire en portant l'arrêt, mais il ne va pas s'accrocher. Sinon, quand vous voyez avec deux longes directement, avec deux mousquetons, facilement, il est beaucoup plus mobile. Il peut bouger sans être même gêné. Raison pour laquelle, dans certains endroits, vous allez voir, en fonction même des postes, on va vous dire, là, au moins, il faut au moins deux longes. Sinon, généralement, une seule longe peut faire l'affaire. Donc, généralement, une seule longe peut faire l'affaire. Monsieur Barry. D'accord. Merci, Monsieur Bado. Je vais ajouter aussi en commentaire que y en a aussi qui parlent de l'effet pendule. Voilà. Ils disent que souvent, si c'est deux longes, là, par exemple, en cas de chute, ça permet de maintenir le travailleur en équilibre. Voilà. C'est parce que s'il travaille dans une zone où il y a des obstacles et que c'est une seule longe, il aura tendance à peut-être à basculer ou bien à balancer d'un côté où il peut aller heurter quelques obstacles. Mais si c'est deux longes, ça, et puis il accroche à gauche et à droite, même s'il y a des cas de Gauche et à chute, droite. ça permet de maintenir les travailleurs à un équilibre, bon, et pour l'éviter de balancer trop. C'est ça. C'est un C'est ajout. Merci, effectivement monsieur ça. Wada. C'est effectivement ça parce que c'est ça. Actuellement, aujourd'hui, on travaille parce que l'arnée même montre ses limites. Parce qu'une chose, c'est de stopper la chute de l'utilisateur. Mais comment on va aller récupérer celui qui est en chute? C'est souvent ça l'inquiétude. Donc, vous allez voir, même dans les plans d'urgence, on intègre quoi? Le secourisme en hauteur. Parce que si vous n'avez pas les équipements adaptés, est-ce que la personne va rester en hauteur? S'il a une certaine hauteur, par exemple, où il est resté accroché, comment vous allez arriver à le faire descendre? Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on intègre dans la continuité donc, de la prévention. Et donc, l'arnais, le voici, avec, j'espère que tout le monde voit ce qui est projeté. L'autre chose qu'on doit pouvoir maîtriser, c'est le calcul de la hauteur libre de l'arnais. Parce qu'une chose, c'est de mettre à disposition, mais l'autre chose, c'est de pouvoir montrer au travail comment il doit pouvoir utiliser l'arnais pour travailler en toute sécurité. Donc, l'arnais, déjà, c'est
la croix qui est portée par le travailleur, avant la chute, bien sûr. Et vous voyez la longe, qu'on appelle aussi le cordon d'assujettissement. Au bout de la longe, on a ce qu'on appelle le mousqueton ou le crochet, qui permet donc de fixer le point d'ancrage. Et donc, normalement, le bon point d'ancrage doit tenir compte de la hauteur qu'on veut calculer, parce qu'on veut stopper la chute. Donc, il y a ce calcul-là qui est fait en tenant compte de la longueur de la longe et aussi de la longueur même de l'utilisateur de l'arnais. Pour quelqu'un, pour une chute qu'on veut éviter de 3 mètres par exemple, si la longe elle-même fait 1 mètre et que la personne fait 2 mètres, souffrez que s'il chute, naturellement, il va toucher le sol. Donc, il peut avoir des fractures au pied en fonction même de la gravité de la chute. Donc, il faut intégrer toujours le calcul de la hauteur libre en tenant compte de la longueur de la longe à partir du bon point d'ancrage, de la longueur même de la personne elle-même, de la résistance du point d'ancrage et toujours limité à 3 pieds ou encore à 2 mètres entre la personne s'il tombe et le sol. Donc, il faut toujours tenir compte de ce calcul à partant même du point d'ancrage. Est-ce qu'il y a des questions? Autre chose, quand on parlait de ligne de vie, voici ce qu'on appelle ligne de vie. Mais c'est beaucoup plus donc pour les postes de travail. On tient compte donc de certains paramètres et des résistances surtout, donc moins de 18 kN. Donc, ça tient compte de pas mal de paramètres. Et généralement, c'est au niveau des cimenteries même qu'on voit ou au niveau des broyeurs en mine, cimenterie parce qu'il y a l'ensachage où les travailleurs sont obligés d'utiliser tous les sacs de ciment qui arrivent, les mettre dans les différents engins. Donc, ils sont obligés, comme ils sont toujours en hauteur, moins de 5 mètres de hauteur, donc ils sont obligés toujours de s'accrocher sur la longe. On doit aussi s'assurer aussi que la longe possède un élément qui est très, très important. C'est celui-là qu'on appelle la longe. D'autres aussi vont l'appeler le cordon d'assujettissement. Donc, les deux éléments qu'on a au bout, ce sont les crochets ou les mousquetons. Et celui-là qui est au milieu, c'est l'absorbeur d'énergie, qui est très, très important donc, sur la longe. L'absorbeur d'énergie. Donc, on doit s'assurer toujours que toute longe est un absorbeur d'énergie. Vous allez voir aujourd'hui la plupart des harnais qu'on a, par exemple, où la longe, c'est généralement un ensemble de cordes. Bon, d'autres vont m'excuser, par exemple, le thème, les cordes qu'on attache les bœufs avec. Voilà. C'est sur cet ensemble qu'on va ajouter les mousquetons qui constituent sans absorber d'énergie. Le rôle de l'absorbeur d'énergie ou l'amortisseur, c'est quoi? C'est celui-là qui sera capable de supporter le poids. Donc, imaginez déjà quelqu'un qui a une hauteur de plus de 10 mètres avec un poids de 70 kilos et avec une vitesse de chute. Donc, il faut quelqu'un pour pouvoir supporter même ce poids-là. Sinon, l'arnais même va céder parce que c'est un ensemble qui est cousu. Donc, naturellement, la couture même sera défaite. Donc, il faut l'absorber d'énergie pour pouvoir retenir le poids. Et souvent, en fonction même des chocs, l'absorbeur lui-même se déchire pour montrer qu'il a vraiment absorbé et ça montre l'efficacité même de l'arnais. Donc, il faut s'assurer que pour des travaux de très grande hauteur ou de grande hauteur, qu'il y ait forcément un absorbeur. Sinon, pour des petites hauteurs, par exemple, il y a des gens qui l'utilisent sans absorber d'énergie. Donc, l'un dans l'autre, on doit toujours regarder les risques encourus donc par les travailleurs. Aussi, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a différents types d'arnais. Parce qu'aujourd'hui, généralement, même quand on voit dans les rapports, etc., quand on dit harnais, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Port d'harnais. Mais quel type d'harnais? Donc, c'est à nous de savoir, en fonction du travail à faire, quel harnais sera habilité pour pouvoir faire le travail. Et les choses à éviter, c'est d'utiliser ce type d'harnais-là. Mais avant ça, on va voir quels sont les types d'harnais. Donc, on a le stopper de chute, l'arrêt de chute, qui est l'arnais de type A. Lui, directement, il arrête les chutes à travers l'anneau dorsal. C'est sur cet anneau dorsal en forme de D que la longe est accrochée partant d'un mousqueton et d'un autre côté par rapport au point d'ancrage. Donc, lui, directement, c'est un stopper de chute uniquement. Par contre, on a l'année de type AD avec un arrêt de chute, mais en même temps, le siège qui permet de faciliter une mobilité verticale.
notamment ceux pour des travaux, par exemple, électriques sur les lignes électriques, ils font la mobilité verticale. Donc, ils ont besoin de ce type d'armée-là. Pour que s'ils tombent, ça les arrête à travers sa première caractéristique est de type A, mais le D, il va faciliter donc sa descente donc, et sa montée. Ensuite, on a l'année de type encore AE, qui est un arrêt de chute à la base, mais qui est un récupérateur. Récupérateur, pourquoi? Quelqu'un doit aller travailler, par exemple, dans un trou. On a vu l'espace confiné doit aller travailler, là, il n'est plus en hauteur, il doit aller travailler à quelque part, dans un trou, par exemple. Si un problème arrive dedans, comment vous allez le récupérer? Donc, il faut aussi ce type donc d'armée. Donc, on finit par comprendre que quand on dit armée, il y a différents types d'armée, que ce soit l'année de type A, que ce soit l'année de type AD, que ce soit l'année de type donc AE. Par exemple, ce travail dans cet espace confiné, si le travail à l'intérieur du trou et qu'il présente, par exemple, des risques, vous n'allez pas pouvoir le retenir, mais il faut l'année de type donc AD, intégré donc avec un dispositif de récupération et d'anti-chute. Que s'il y a un problème, on peut à travers la manivelle donc le retirer donc de cette zone dangereuse. Donc voici un peu l'ensemble des éléments qu'on devrait partager par rapport donc au type donc d'armée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au travail en hauteur? N'hésitez pas à poser des questions parce que parmi les attestations que vous allez recevoir, c'est au sortir de la formation, vous allez avoir le certificat général qui prouve que vous êtes des superviseurs QHSE. Vous allez avoir un certificat sur le forage et dynamitage. Donc, qui dit certificat ou attestation, donc vous allez avoir plus de 5 attestations accompagnées donc de ces deux certificats-là. Donc, qui dit attestation, ça signifie que quand même, vous devrez avoir tout ce qui est comme réflexe pour mieux vous exprimer, notamment dans le cadre d'un entretien. Donc, vous allez avoir une attestation de travail en hauteur. La lutte contre l'incendie, on l'a vu, vous allez avoir une attestation. Donc, ce sont des choses que, si ils doivent ressortir sur le CV, il faudrait que quand même les bases soient connues. Donc, le travail également en hauteur, également. Donc, ça signifie qu'au sortir de cette formation, d'autres peuvent décider vraiment d'approfondir leurs connaissances et de vendre cette connaissance-là par rapport pour le suivi donc d'un travail donc, en hauteur. Donc là aussi, je vais partager avec vous une procédure, par exemple, de vérification des échelles et des escabeaux. Donc, on a dit lorsque pour des travaux répétitifs, il faut obligatoirement mettre ce qu'on appelle donc une procédure. Donc, je vais voir s'il est à côté. Okay. Voilà. Voilà une procédure. OK. En attendant, s'il y a des questions, ouvrez votre micro, posez votre question. Et donc, procédure pour l'inspection périodique des outils donc, et équipements, par exemple. Vous allez voir. Donc, elle vise donc à former donc tous les potentiels utilisateurs sur l'ensemble des étapes qu'ils doivent utiliser pour pouvoir utiliser ces équipements, ces outils-là donc en toute sécurité. Et donc, vous allez voir les gants, les EPI avec les normes même qui permettent donc de les encadrer. Donc, les équipements concernés, les équipements de protection individuelle à la main, etc. Donc, si c'est une échelle, quelles sont les inspections qu'on doit pouvoir le faire? Visuelles, ensuite formelles, la documentation même relative. Donc, par rapport aux échelles mobiles, l'intervalle des inspections, inspection visuelle quotidienne avant son utilisation, ensuite l'inspection approfondie de façon trimestrielle, où on va marquer par exemple des tags qui permettent de montrer les échelles, les escabeaux qui sont inspectés. Sinon, on va voir dans quelle mesure donc, on peut les détruire. Les critères d'inspection, on va vérifier les pieds, quels sont antidérapables, les articulations, vérifier l'absence même de déformation. Et donc, les échelles fixes aussi, pareil, on va vérifier la solidité des montants, des barreaux, contrôler l'absence même de fissure et de roues. Donc, tout ce qui est comme équipement présent, ces procédures-là visent donc à encadrer, que ce soit les ballons, les extincteurs, tout et tout. Donc, en tant qu'HSO, on est amené à mettre en place des permis ou des procédures. Donc, pour revenir encore à la notion de Pareto, pour le travail en hauteur, qui est une tâche spécifique, on va aussi mettre en place une procédure de permis de travail en hauteur. Donc, le permis de travail en hauteur aussi pour encadrer
le travail donc, en hauteur qui se veut être donc, dangereux. Donc, voici l'ensemble des éléments qu'on devrait voir.